Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Le songe d'Auguste Strindberg. Ce songe, c'est une pièce de théâtre écrite au début du XXe siècle. Une pièce en forme de rêve, ou un rêve en forme de pièce de théâtre, qui nous emmène donc dans un univers assez étrange, avec des personnages souvent caricaturaux, qui ne sont pas forcément tels qu'on les imagine dans la vie de tous les jours, qui ne sont pas toujours des personnages communs, notamment la fille d'Indra, qui est le personnage le plus important. Voilà comment ça commence dans le prologue. La toile de fond représente un amoncellement de nuages, pareil à des montagnes de schiste où sont perchés des châteaux forts en ruine. On voit tout de suite l'ambiance très onirique, des châteaux forts en ruine sur des nuages, ou des nuages qui ressemblent à des châteaux forts. On voit déjà qu'on ne sait pas trop se représenter de manière très réaliste ce décor. On aperçoit les constellations du Lion, de la Vierge et de la Balance. La planète Jupiter au milieu est en pleine lumière. La fille d'Indra se tient sur le plus haut nuage. Donc un cadre céleste pour ce début. Un dialogue entre Indra et sa fille, mais ensuite on va retomber sur Terre et Indra va justement se rendre sur Terre, prendre diverses identités, rencontrer différents personnages. Tout d'un coup, nous ne sommes plus du tout à la même place, et ça c'est aussi assez typique d'un songe, d'un rêve, où le décor change du tout au tout. Donc on est très loin des unités du théâtre classique. Tout d'un coup, juste après ce prologue, donc qui est très court, voilà le nouveau décor. La toile de fond représente une forêt de très hautes roses trémières en fleurs. Blanches, roses, pourpres, jaunes, soufre, violettes. Au-dessus, on aperçoit le toit doré d'un château, coiffé d'une fleur en bouton qui ressemble à une couronne. Au pied des murailles du château, de la paille est étendue, recouvrant un tas de fumier. De chaque côté de la scène, des peintures murales stylisées, qui évoquent aussi bien un intérieur qu'un ensemble architectural ou un paysage, resteront sur place pendant toute la pièce. Le vitrier et la fille d'Indra entrent. Tout d'un coup, on a un vitrier. Personnage très éloigné de ces dieux du départ, ce fameux vitrier. Est-ce qu'il a emprunté à Baudelaire ? Peut-être, et puis d'autres personnages vont entrer en scène, vont dialoguer. Vous avez le père, la mère, vous avez ensuite le colleur d'affiches qui revient de manière assez régulière dans cette histoire-là, la concierge. Et l'officier attend une femme, il attend qu'elle veuille bien le recevoir, et il attend quasiment tout au long de la pièce. Et d'autres personnages entrent en scène petit à petit. La scène elle-même change d'allure. Vous avez un avocat qui se plaint. Un avocat qui vit dans des conditions compliquées. Par exemple, voilà ce qu'il dit sur ce métier d'avocat, en répondant à la fille d'Indra. « Ma pauvre petite, si ton châle pouvait suffire, regarde les murs, les papiers peints dégoûtants, comme si tous les péchés du monde avaient déteint sur eux. Regarde mes paperasses, que des histoires d'injustice. Regarde-moi, les gens ne viennent pas ici faire des sourires. Ils me regardent méchamment, j'ai toujours l'impression qu'ils vont me mordre ou me cogner. Ils viennent tous déverser sur moi leur méchanceté, leur jalousie et leurs soupçons.
Regarde, mes mains sont toutes noires, je n'arrive pas à les laver. Regarde comme elles sont gercées, comme elles saignent. Tu sens sur mes habits l'odeur fétide des crimes des autres. Je les ai à peine portés qu'ils sont déjà immettables. Parfois je fais brûler du soufre, mais ça ne sert à rien. Je dors dans la pièce à côté et je ne rêve que de crimes. En ce moment je défends un assassin. Pas son corps, mais tu veux que je te dise ce qui est pire que tout? C'est de détruire les mariages. Là, c'est comme si j'entendais un cri résonner dans la terre et dans le ciel, un cri pour dénoncer la trahison de la force originelle, de la source de la vie, de l'amour. Et tu vois, malgré la liste interminable des accusations réciproques du mari et de la femme, si quelqu'un de bienveillant les prend l'un après l'autre entre quatre yeux, leur tire les oreilles et leur demande simplement en souriant: qu'est-ce que vous avez au fond contre votre mari ou votre femme? Ils sont incapables de répondre, de donner leur raison, que ce soit lui ou elle. Un coup, ils divorcent pour une salade verte, parfaitement. Un coup, pour un simple mot, en général, pour rien du tout. Mais la douleur, la souffrance, c'est pour moi. Regarde-moi, de quoi j'ai l'air? Est-ce que tu crois qu'une femme pourrait m'aimer avec cet air d'assassin? Est-ce que tu crois vraiment que quelqu'un voudrait devenir l'ami d'un homme comme moi, qui ait toutes les fautes de la ville à expier, toutes les dettes à rembourser? Ce n'est pas une vie d'être un homme. Ce à quoi la fille d'Indra répond: les hommes font pitié. Donc cet avocat qui porte sur lui tous les malheurs du monde, d'autres personnages vont intervenir, notamment des professeurs qui sont évidemment pas du tout d'accord les uns avec les autres, où il y a aussi un poète. Mais évidemment, tout ça tourne assez rapidement à l'absurde. Et on lit ceci en étant à la fois scotché à toutes ces paroles, à toutes ces plaintes, à toutes ces quiproquos qui souvent nous paraissent tout à fait mystérieux. Et puis ces lieux qui changent tout le temps. On était dans une forêt, et tout d'un coup, un rivage sur la Méditerranée. Au premier plan, à gauche, un mur blanc. On voit dépasser derrière un oranger chargé de fruits. Au fond, des villas et un casino avec terrasse. À droite, une grande réserve de charbon et 2 brouettes. Au fond, à droite, un pont de mer bleu. 2 charbonniers, torse nus, noirs de charbon, de la tête aux pieds, sont assis, chacun sur sa brouette, l'air désespéré. La fille d'Indra et l'avocat, au fond. La fille d'Indra, c'est le paradis. Le premier charbonnier, c'est l'enfer. Le deuxième charbonnier, 48 degrés à l'ombre. Le premier charbonnier, on va se baigner. Le deuxième charbonnier, pour que la police rapplique, baignade interdite. Le premier charbonnier, alors on va cueillir une orange. Le deuxième charbonnier, pour que la police rapplique, non merci. Encore une fois, un monde difficile, un monde où chacun se sent menacé. Et donc on suit tous ces personnages qui chavirent, qui évidemment dialoguent. Vous avez justement le débat entre les professeurs, les doyens en fait. Avec le chancelier, entre le chancelier et les doyens des facultés de théologie, de philosophie, de médecine et de droit. Alors qu'est-ce qu'ils viennent faire là? On se le demande bien, mais ils amènent à chacun les stéréotypes liés à leur discipline. Le chancelier, nous sommes ici au sujet de la porte, bien évidemment. La porte qui vient de s'ouvrir et il n'y a rien, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Évidemment, cette porte du rêve, les portes dans les rêves, c'est sans doute un motif très fréquent. On a tous fait, en tout cas je l'ai fait, ce rêve où on ouvre des portes et puis il n'y a rien. On ouvre des portes et puis il n'y a rien. On ouvre des portes et puis il n'y a rien. Alors là, il y a une porte qui est ouverte et il n'y a rien. Le chancelier, donc,
demande son avis au doyen de la faculté de théologie, qui répond « Je ne pense pas, je crois ». Le doyen de la faculté de philosophie « Je cogite ». Le doyen de la faculté de médecine « Je sais ». Le doyen de la faculté de droit « J'objecte ». Jusqu'à ce que j'ai des preuves et des témoignages. Puis revient le chancelier, ils vont encore s'engueuler. Il y a un aspect un peu comique quand même avec ces personnages-là. Monsieur le théologien, que croyez-vous ? Je crois que cette porte ne doit pas être ouverte, car elle renferme des vérités dangereuses. Le doyen de la faculté de philosophie, la vérité n'est jamais dangereuse. Le doyen de la faculté de médecine, qu'est-ce que la vérité ? Le doyen de la faculté de droit, ce dont on peut faire la preuve par 2 témoins au moins. On voit qu'ils sont constamment dans des malentendus, chacun ne voyant la réalité que par la lorgnette de sa discipline. Bref, on a tout d'un coup cette présence-là, avec cette porte qui s'ouvre, qui se ferme, on ne sait pas trop, avec l'avocat, le poète, et toujours la fille d'Indra, qui aura le dernier mot. Donc, une étrange pièce de théâtre, précurseur sans doute du surréalisme, ou en tout cas dans cette atmosphère de songe, qui permet de manière distanciée, quand même, de décrire une certaine réalité, de se moquer de certaines personnes. Et on lit cette pièce, je ne l'ai pas vue, je ne sais pas ce que ça peut donner en mise en scène. Ça doit pas être tout simple à mettre en scène, à mon avis. Mais ce qui est sûr, c'est que, oui, on lit ça avec un certain étonnement, mais aussi un certain amusement. Parfois, on se dit, tiens, ça c'est perspicace. D'autres fois, on se dit, qu'est-ce qu'il raconte celui-là ? Bref, on plonge dans une sorte de rêve par cette lecture-là du songe d'Auguste